Salut à tous, bienvenue au Losers Club, je suis Thierry. Je suis Michael. Et on se retrouve pour une vidéo review de 4 jeux qui sont sortis récemment. Tech Time, Star Explorer, Plan de secours et Druids of Eldora. Et on commence avec Tech Time de Alexis Piovessan et Julien Protière. Je suis très nul en nom, désolé si j'ai écorché, j'ai sûrement écorché. Chez Libellude. Donc c'est un jeu coopératif à communication limitée, dans lequel on va avoir une horloge au centre, on va poser des cartes et on va essayer de poser les cartes de manière à ce qu'à la fin, quand on révèle toutes les cartes que l'on a posées, et ça aille de la somme la plus petite dans chaque cadran de l'horloge, de la somme la plus petite à la plus grande somme. Et puis donc voilà, le jeu c'est juste ça, et ensuite chaque horloge va amener son petit lot de petites règles supplémentaires, de petites règles. C'est souvent des choses qu'on va devoir faire, soit jouer une carte en premier dans ce cadran-là, et c'est pas pratique parce que c'est pas dans les premiers chiffres, mais c'est au milieu, donc c'est très difficile de calculer, puisque les cartes vont de 1 à 12, donc qu'est-ce qu'on met comme carte ici? Et voilà, donc ça c'est le principe de Tech Time. Ensuite, on a différents scénarios qui sont différentes horloges avec toutes leurs différentes règles. Et voilà. Et on avait essayé une première fois au Festival de Cannes. Ouais. On a sûrement parlé dans le vlog à l'époque. Vlog jour 3. Et on était très excités, je pense, en général, d'essayer ce jeu. Toi, t'en avais refait à PEL, et puis donc du coup, je me suis décidé à l'acheter pour l'essayer de manière un peu plus. Pour aller au bout, surtout. Aller au bout. Il y a 10 scénarios. Il y a 10 scénarios, et du coup, on était très excités. Moi, surtout que j'aime bien la coop. La coop, en plus, la communication limitée. Moi, j'adore The Crew, j'adore Bombusters. Et donc voilà, une nouvelle itération de ce type de jeu. Et moi, je vais commencer. Je suis un peu désarçonné. Je suis un peu déçu du jeu en général. Je pense que j'avais créé une idée de ce que allait être le jeu dans ma tête, un jeu où on devait calculer, on devait réfléchir sur quel type de carte vraiment mettre. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'au contraire, c'est très random, très aléatoire, et du coup, on n'a pas trop le contrôle. Souvent, on peut faire un débrief à la fin de chaque partie où on a perdu, on a un débrief. Mais souvent, en fait, je le prends par rapport à d'autres jeux. Bombusters, quand on me dit, ouais, mais là, t'as fait une erreur, je fais, effectivement, je me sens mal, j'ai fait une erreur là. Là, franchement, j'en ai rien à fiche. Parce que franchement, je me dis, ouais, mais quelle idée j'ai que mon 12, il faut que je le sorte avant de mettre mon 10, quoi. Donc, du coup, je suis très mitigé là-dessus. Et voilà. Ça, c'est mon côté. Oui, en fait, on a fait le premier monde et on l'a fait pour la 3e fois et c'était toujours aussi cool. Avec des nouvelles personnes, ouais. Mais c'était quand même cool de leur faire découvrir, de voir ces personnes-là découvrir la mécanique. Et je pense que le fond du jeu est excellent. Moi, je reste sur cette première impression que j'ai eue à Cannes où j'avais vraiment trouvé ça très bien parce que très épuré, très immédiat. Si on perd, très facile à réinitialiser aussi. Ça, par contre, oui. C'est un avantage en soi. Et puis, on s'est lancé dans l'enveloppe 2, alors toujours à 4 joueurs. Donc, on sait que c'est un peu plus difficile à 4 que à 3. Mais ouais, le jeu nous a malmenés. Le jeu nous a mis des claques à chaque fois qu'on faisait un reset. Alors, on avait aussi un peu d'ego parce qu'on voulait utiliser que 4 cartes visibles. On n'avait pas envie d'en mettre 6 ou 7 cartes visibles parce que... on avait un peu d'ego, voilà. Mais en fait, voilà, au début, on débrief, donc il y a des erreurs peut-être manifestes. Donc on dit, ok, on va pas faire cette erreur-là. Donc on fait une stratégie. Et puis en fait, le tirage est pas bon. Donc là, là, on n'a pas eu de bon tirage. Donc on change de stratégie. On se dit, non, mais en fait, c'est vrai que peut-être que c'est mieux de faire comme ci, comme ça. Parce qu'à chaque début de partie, on peut faire une stratégie, en fait. Et en fait, non, on repère, mais parce qu'on a encore l'impression que le tirage est horrible. Et après, on finit par bien jouer et on perd de 1 point. Donc voilà, ça va un peu dans ce côté random dont tu parlais. Et puis on arrive quand même au bout, hein. Malgré tout, on avance dans les petits chapitres. Donc on arrive au chapitre 4, qui est un peu le boss final de chaque monde.
Et là, vraiment, donc je spoil, hein, on peut mettre aucune carte face visible pour dire à quel point on est là. Vu que déjà on n'y arrivait pas, je vois pas comment on va y arriver. Mais si, il faut appliquer ce qu'on a appris jusqu'ici. Oui, mais qu'est-ce qu'on a appris? On joue, on est là, non mais ça va jamais marcher. On retourne, ça marche. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on a appris du coup? C'est un peu magique, je sais pas. C'est un peu, voilà. Moi, je suis un peu déboussolé parce que on en est là. La hype est redescendue d'un coup, mais je sais pas encore me positionner. Je suis là. Alors, j'ai regardé le chapitre 3, c'est très excitant. À chaque fois qu'on ouvre une enveloppe pour voir le chapitre suivant, c'est extrêmement excitant. On se dit, c'est super, les contraintes, c'est bien pensé, ça me rappelle un autre jeu, c'est cool. Mais quand on est en train de jouer, on est juste en train de souffrir ou de jouer au hasard, ou de jouer à peu près. Mais du coup, moi, c'est ce que je disais, j'ai un problème d'identité du jeu. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est ce jeu. Parce que du coup, le design des cartes, c'est super beau, mais en même temps, c'est assez froid, c'est assez mystique, et du coup, tu as l'impression que tu es en train de faire une séance et il faut être vraiment très précis quand tu mets ta carte et tout. Et en même temps, le jeu, c'est très aléatoire. Et du coup, t'as pas toutes les cartes, dans la moitié des cartes. Donc au final, entre 1 et 12, et on a deux paquets bleus et blancs, et en fait ils vont tous les deux de 1 à 12, donc on peut avoir de 12, mais des fois on peut ne pas avoir du tout de 12, on peut pas avoir du tout de 1, donc c'est vraiment random là-dessus, sur le tirage de cartes. Mais du coup, t'as l'impression que c'est sérieux, mais en même temps, tu peux pas calculer, donc pour moi, du coup, c'est pas sérieux, et du coup, je sais pas qu'est-ce que le jeu. Qu'est-ce que ce jeu? Pour tempérer cette histoire de tirage, effectivement, on pourrait se dire c'est pas grave d'avoir cette variante. Cette variante, elle est quand même importante. Mais quand je disais mauvais tirage juste avant, c'est que oui, des fois, on avait plus de la moitié des cartes qui étaient en dessous 6. Oui, c'est possible. Et du coup, on était là, en fait, c'était mort d'avance, en fait. Et du coup, voilà, pareil, j'ai le même positionnement. Donc, on a essayé un peu des strats. Alors, on essaye de faire des strats à la Sink or Swim. Dès que quelqu'un a ça, il le met là. Et puis, si on voit que personne joue, ça veut dire que personne ne l'a. Et donc, du coup, on fait ça. Enfin, voilà, des trucs comme ça. Sauf qu'on n'est pas aussi stressé que dans oui, c'est vrai. Là, j'étais excité. Et justement, parce que, peut-être que c'est ça dont j'avais envie. Voilà, on a débriefé que peut-être que ça ressemble plus à The Mind, où au début, celui qui veut, il se lance et j'allais jouer aussi, un deck, ou The Gang, pour ceux qui ont aimé The Gang récemment. Donc comment on le joue? Moi, dites-moi en commentaire comment on le joue, mais je vais quand même rester sur un 4 sur 5, parce que je peux pas enlever que ça a quand même une élégance de design. Ça a quand même un truc qui est qui regroupe. Franchement, c'est facile à jouer avec tout le monde. Et il y a quand même une découverte qui est assez chouette, je trouve. Voilà. Et en fait, j'ai oublié de dire qu'en fait, peut-être qu'il manquait des pouvoirs. Alors peut-être qu'il y a des enveloppes plus tard qui donnent des pouvoirs, mais finalement, peut-être qu'il manque un truc pour jouer vraiment ensemble. C'est-à-dire, je t'échange une carte, je sais pas, quelque chose qui te donne envie de jouer avec les autres plutôt que juste retourner une carte ou dire oui, moi j'aimerais bien jouer ma suivante ici. Voilà, j'ai l'impression qu'il manque un petit truc. Il manque de la communication dans cette communication limitée. Oui, ça qu'on arrive, mais moi je trouve aussi. Il manque des outils. Voilà, c'est ça. Donc j'ai quand même mis 4, mais à voir la suite. Et dites-moi en commentaire comment vous le jouez, comment il faut jouer, ou dites-nous ce que vous en avez pensé. Moi je vais dire 3, en me disant que on va continuer à y jouer, et on en reparlera sûrement dans la chaîne pour dire au jour 10 de l'enveloppe, au jour 10 de l'enveloppe, parce que du coup pour l'instant c'est un 3, mais bien sûr ça peut changer, parce que peut-être au bout de la 4e ou 5e enveloppe, la communication elle sera là, je lirai dans l'esprit de tout le monde où mettre les cartes. On y croit. On y croit, vraiment. Voilà. Deuxième jeu, c'est Star Explorer. C'est un flip and write dans l'espace de Lukas Zopka, qui est un inconnu au bataillon, donc certainement polonais, monsieur, chez Queen Games. La couve est très jolie et on va devoir dessiner des constellations qu'on voit sur la couve, donc qui sont des vraies constellations avec un agencement d'étoiles plus ou moins cohérent avec ce qui existe, parce qu'on est quand même dans une grille. Et on sait que dans le ciel, c'est pas une grille. Donc chacun a son ciel devant lui et va devoir dessiner des constellations, pas les mêmes du coup.
La particularité, c'est que c'est le premier joueur qui décide la taille de la constellation qu'on dessine. Donc si moi j'ai envie de faire une constellation de 8, parce que là j'aime bien, là, ça me dit bien, et ben Michael devra aussi faire une constellation de taille 8, c'est-à-dire 8 étoiles. Et chacun va après résoudre son puzzle dans son coin. Chacun aura un scoring un peu différent, donc c'est la même base, mais c'est pas sur les mêmes étoiles. Donc moi je devrais peut-être rejoindre des étoiles bleues et jaunes, et puis lui devra faire quelque chose avec les étoiles rouges sur son plateau. Donc l'interaction elle est vraiment limitée, mais bon c'est pas ce qu'on attend forcément d'un flip and write, mais voilà. Et puis après le cœur du jeu on va dire c'est l'optimisation du puzzle, la résolution de comment je vais agencer tout ça. Sauf qu'on sait pas ce qu'on va dessiner dans la suite, donc on est vraiment sur le moment quoi, sur un instant T. Quelle est la meilleure manière de poser cette constellation dans mon jeu? Et souvent il y a 1000 manières, mais il y en a pas beaucoup de viables. Et il te reste 3 possibilités et tu comptes un peu les points que ça va te faire et tu dis ok je vais prendre celle qui me fait le plus de points du coup. Waouh. Ou alors tu joues vaguement, intuitivement et tu auras quand même quelques points. Et le petit twist du jeu, c'est qu'après on tourne notre ciel pour la manche suivante. Donc on cache peu à peu les étoiles qu'on a dessinées et on continue quoi. Voilà. Cette mécanique, moi, elle me semble plus tape à l'œil qu'autre chose. Le seul truc que ça t'apporte, c'est que oui, à la manche 6, tu retrouves les étoiles de la manche 1 et parfois tu as un petit côté ah oui, il me manque un peu de place quand même. Elle me dérange un peu ces étoiles. C'est ça. Mais en théorie, tu peux quand même jouer à chaque fois pour te laisser de la place. Il y a un petit côté, alors pas contre la montre, quoique, mais j'essaie toujours d'aller dessiner dans la partie qui va disparaître parce que c'est ma seule chance de dessiner dans la partie qui va disparaître. Donc j'essaie toujours d'aller récupérer et comme j'essaie aussi de scorer en touchant les étoiles du centre, le centre est toujours visible, ou en touchant les étoiles qui sont à l'extérieur, au bord, elles vont disparaître. Donc j'essaie de choper les étoiles avant qu'elles disparaissent. Voilà, c'est ce qui m'a semblé que l'utilité de cette mécanique, mais derrière, je n'y retrouve pas assez. Je trouve que c'est pas assez intéressant. Je trouve que ça va trop vite parce que c'est seulement 6 tours. Et en fait, est-ce que c'est ça que j'aime dans un roll and write ou un flip and write? Non, moi j'aime bien quand ça fait 20 tours comme dans Welcome où j'aime bien faire un trait, puis un petit trait, puis un petit trait et essayer d'optimiser à la longue, pas de juste de faire 10 traits et passer à la suite. Et surtout que les traits peuvent pas se toucher, etc. Donc, je m'y suis pas du tout retrouvé dans Star Explorer, bien que je reconnaisse que ça reste... Enfin, moi j'aime les flip and ride, donc en fait je m'amuse un peu. J'ai fait des solos. Bon voilà, le solo, tu choisis à chaque tour quasiment. C'est le même jeu, enfin voilà, c'est un flip and ride, mais pour autant c'est oubliable. Ouais. Et moi je trouve que c'est un peu ennuyant, mais vraiment, moi je me suis ennuyé vraiment dans ce jeu. Je trouve ça rigolo les 2 premiers tours, et après je suis là, quelqu'un va choisir un 8, je sais pas si je pourrais tout placer, donc du coup mon dessin ne se casera pas bien, parce que ça peut être au bon moment ou au mauvais moment, donc bien sûr il faut prévoir, un bon joueur peut-être il prévoit, je sais pas, et en fait je m'en fiche un peu. Le pire c'est ça, je m'en fiche un peu de ce qui va sortir, même le dessin, j'ai aucun intérêt, je fais il va se mettre comme ça, c'est quand même rigolo, c'est quand même joli. Je trouve que c'est assez joli quand même de voir les vraies constellations, de voir la forme des étoiles et de se dire oh là, d'avoir la petite surprise de tirage, mais il y a une vraie surprise de tirage des fois. Il y a une étoile qui est horrible, là, qui fait 8 ou 9 ou 10 là, qui est que en longueur, et en fait tu la joues, t'as perdu, enfin, c'est vraiment, elle est immonde cette étoile, et du coup tu la retournes, tu fais tant pis. Surtout qu'on n'a pas tous les mêmes constellations, donc vraiment le hasard fait que on peut pas, un flip and write en général, tout le monde peut choisir la même chose. Souvent, c'était ça ta règle. C'est vrai, je l'ai pas dit, mais c'est ce que j'aime, c'est ce qui m'amuse vraiment, c'est que chacun a la même setup, mais va faire un truc différent. C'est vraiment ça que je trouve fun. Et là, en fait, on pourra jamais faire la même chose. Parce qu'on n'aura pas les mêmes étoiles, si je me trompe pas. Oui, clairement. Donc, on fait jamais. Du coup, quel est l'intérêt? Il n'y a pas d'interaction avec les autres. Parce que s'il y avait une sorte de course, celui qui a le 10 étoiles jaunes, on peut pas faire ce genre de course parce qu'on ne voit pas le reste. Et puis tu peux pas non plus dire je vais prendre l'étoile de taille 8 parce que je vois bien que lui ça va l'emmerder. Tu sais pas quel type de dessin ça c'est ça se trouve, toi t'auras un truc nul et lui un truc super. Donc
même nous faire choisir, c'est pas très utile. Voilà, très mitigé là-dessus. Moi, je pense que c'est un jeu qui est pas fini, honnêtement, je vais le dire. Je pense qu'il manque un truc. Je pense qu'il y a pas, l'idée n'a pas été poussée. Il fallait peut-être faire une phase de draft. Il fallait peut-être faire quelque chose de plus puissant. Et donc, on attend encore un peu pour faire des constellations dans l'espace. C'est un thème super, mais pour l'instant, il faut se contenter de Look at the Stars, qui était un roll and write, un flip and write pas ouf non plus, mais en vrai, c'est mieux que ça, pour moi. Ma note sera de 1. Parce que je peux pas défendre le jeu sur le fait que j'aime bien les flip and write. Parce que oui, j'ai fait des solos devant la télé parce que je trouvais ça rigolo, mais en vrai, je pense que c'est pas assez fini comme jeu. Bah, ce sera la même note, 1. Parce que moi, je suis pas un énorme fan des flip and write en plus. Mais là, je m'y retrouve pas et je m'ennuie vraiment beaucoup, trop. Troisième jeu de cette vidéo, c'est Plan de secours, cette petite boîte qui m'a donné très envie dès que j'ai vu les règles. Et oui, c'est un jeu, pour ceux qui connaissent, qui peut rappeler Pool Pool ou Plan de secours, parce que ça va être plus un jeu d'ambiance qui est censé nous faire rire autour de la table, mais qui va jouer sur notre mémoire. C'est ça qui est rigolo, c'est quand les gens ils sont nuls en mémoire. Sauf que là, en plus de la mémoire, c'est la spatialisation. Donc dans ce jeu, on représente tous et toutes un petit bonhomme qui doit s'échapper d'un incendie et qui cherche le plan de secours. Et ce plan, on va le construire ensemble. Donc à mon tour de jeu, je poursuis la carte de manière logique et cohérente, c'est-à-dire que je poursuis le chemin et donc ça me fait soit aller tout droit, soit à gauche, soit à droite, globalement. Sauf que, en fait, au lieu de poursuivre le chemin de manière normale, j'empile les tuiles. Et donc, c'est à chaque joueur autour de la table de se souvenir où est-ce qu'on est par rapport au point de départ, où est-ce qu'on est en train de se faire des boucles infinies, est-ce qu'on est dans un cul-de-sac, voilà. À un moment donné, si Mickaël pense que là, vraiment, on est perdu, c'est-à-dire qu'on est dans un cul-de-sac ou qu'on a fait une boucle infinie ou qu'il y a quelque chose qui cloche, quoi, on est rentré dans un mur, eh bien, ou qu'on a revenu en arrière vers le feu, par exemple, eh bien, il dit non, mais là, on est perdu. Donc, il met sa petite tuile pour dire on est perdu. À ce moment-là, tout le monde peut dire ouais, je suis d'accord avec toi, Mickaël, on est perdu. Ou alors dire pas du tout, Mickaël. Ah oui. Et on continue à jouer jusqu'à ce qu'il n'y a plus qu'un seul joueur en lice, que chacun a dit au fur et à mesure qu'on est perdu. Donc, c'est un jeu qu'il faut pas. Enfin, il n'y a aucun intérêt à 2. J'avoue, j'ai pas joué à 2, mais même à 3, ça commence à être limite. Pour moi, c'est vraiment 4-5 que ça va être vraiment fun, parce que je trouve que c'est plus fun, voilà. Tout simplement. Et après, on révèle le chemin. Et on révèle et on regarde juste qui avait raison, qui a dit qu'on était perdu au bon moment et qui a cru en nous jusqu'au bout. Voilà, et on gagne des points. C'est le premier qui a gagné 2 manches ou 3 manches qui gagne. Voilà. Le pitch m'a intéressé. Mais j'avais peur que ce soit un jeu un peu effet waouh, ou alors première découverte, assez rigolo, et puis après qu'on le mette au placard, ce qui est le cas pour moi de Pomme 3 Pains. Et en fait non, j'ai envie d'y rejouer parce que je trouve que vraiment ils sont allés au bout de leur idée, ils sont allés au bout d'un certain développement, ils ont rajouté des cartes qui sont intéressantes, c'est pas genre des variantes qui vont juste faire le même jeu Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment un truc qui est intéressant dans ce qu'ils ont rajouté et des trucs où je vois pas comment ils auraient pu faire mieux. À chaque fois, ils avaient les bonnes idées de se dire à chaque manche, on rajoute une contrainte. Et donc, il y a plusieurs manières d'être perdu maintenant. Maintenant, il faut faire attention aux symboles sur les cartes. Ou alors, maintenant, il faut faire attention à quelle tuile on a mis parce qu'il faut pas faire plusieurs fois cette tuile-là. Et en fait, on arrive presque à se bloquer. Au lieu de ça devient un jeu de mémoire. Ça peut devenir un jeu de blocage parce que si je peux poser aucune de mes 3 tuiles, selon la règle, ben, je suis un peu bloqué, quoi. Donc, en fait, je trouve ça joue un peu là-dessus. Et donc, si les autres joueurs sont attentifs, je peux quand même déjouer ma tuile en sachant qu'on a perdu. Et on verra ce qui se passe. Mais voilà, je trouve qu'il se passe quelque chose comme ça. Il y a des petits pouvoirs aussi. Il y a une variante où à chaque fois qu'il y a un certain symbole, une icône orange sur les cartes, on doit appliquer un effet. Un joueur, il doit jouer les 3 cartes d'affilée. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment du développement, donc j'aime bien. Moi, c'est pas pour moi.
C'est juste pas un jeu pour moi. Du coup, en fait, je comprends toutes ses qualités. C'est ça qui est terrible. Hein. Je vois toutes ses qualités, mais je n'arrive pas à me repérer dans l'espace. Je n'arrive pas à créer un chemin dans ma tête où ça va à droite. Moi, je marche par concept, moi, pas par chemin. Et du coup, je n'arrive pas à me projeter. Donc, en fait, je joue au jeu où, en regardant les gens, en rigolant, en posant leurs tuiles, en disant « Ah ouais, là, on fait un truc bizarre. Je suis là. » Moi, je ne sais déjà, je suis perdu au bout de la 3e tuile, je ne sais déjà pas dans quelle direction on va. Donc tu te sens à part. Du coup, je me sens à part. Du coup, je passe pas un super moment, mais je vois que les autres ont du fun. Moi, du coup, au bout d'un moment, je pose ma tuile perdue au moment où je pense que je suis encore plus perdu qu'avant. Pas au moment où on est perdu. Hein. Et souvent, on n'est pas perdu. En plus, c'est le pire. Et souvent, je pense que toutes les fois où j'ai mis qu'on était perdu, on n'était pas perdu. Sauf une fois où on était perdu, mais j'ai pas vu qu'on était perdu. Bon. Mais la plupart du temps, c'est l'inverse. Et du coup, bah, c'est pas pour moi. Voilà. Et du coup, je vais lui mettre une note de 1, en sachant que c'est vraiment pas pour moi. Je pourrais même mettre 2, allez, 2. 2 parce que il a des qualités, mais c'est juste pas pour moi et c'est juste pas mon type de fun. Et j'ai juste pas ce type de mémoire et ça marche pas chez moi, quoi. Donc c'est difficile à mettre une bonne note d'un jeu que j'ai pas spécialement envie de dire jeu. Ouais, c'est ça, c'est un peu ce qu'il faut dire. Ah oui, t'as mis ta note. Bah moi je vais mettre 4. Bah, voilà, c'est ce qu'il faut dire, c'est que c'est le risque de créer un jeu plus ou moins élitiste qui appelle à certaines compétences, C'est normal. Comme peut l'être Stay Cool par exemple, où effectivement au bout d'un moment, ouais bah voilà, mais c'est le risque quoi. C'est qu'au bout d'un moment, oui, si tu joues que entre gens forts ou que entre gens nuls ou alors, bah c'est pas les mêmes parties et puis ça flop ou voilà. C'est moins intéressant. Bah voilà, c'est plan de secours. Moi j'aime bien, j'ai mis 4. Ta note. On va passer au dernier jeu On y a joué avec The Druids of Edora, le nouveau Stefan-Feld. Enfin, tout beau, tout vert, très vert. Ouais. Du vert partout. Qui sort chez Alea. Voilà, il est là. C'est un jeu de pose de dés. Donc de sélection, au début, on va avoir 4 dés globalement. Au total, on a 13 dés, je crois. On va lancer 4 dés, on va lancer le reste aussi des dés, mais les autres vont être bloqués. Et donc, on va avoir que 4 dés au début de la partie. Et le jeu, c'est une pose de dés. Donc, je prends mon dé, je prends un personnage qui va se balader dans différents sanctuaires, où il y a différents chemins, dans lesquels il y a à chaque fois des trucs ronds, c'est les sanctuaires dans lesquels on va pouvoir faire une action. Et donc, on va prendre notre dé et on va pouvoir faire une action. Ce qui va nous permettre de faire différents types d'actions. Je ne vais pas aller dans ce détail-là. Et ensuite, on va redéplacer notre bonhomme pour faire une action avec un autre dé. Le truc du jeu, c'est que il y a une économie stricte. Puisque chaque mouvement de notre personnage dans ces clairières va nous coûter de la nourriture. C'est la currency du jeu. Ou quand je pose quand je pose mon dé, je vais devoir payer la valeur du dé. Donc si je pose un dé de 5, il va falloir que je paye 5 de nourriture. Donc si je veux faire une action de l'autre côté, là, tout à côté de la clairière, il va falloir peut-être que je paye un déplacement parce que je passe par les forêts noires, ça coûte encore plus cher. Et donc peut-être je vais devoir payer 8 pour poser mon dé de 5. Avoir 8 de nourriture, c'est très compliqué. Souvent, il y a une action qui va nous permettre d'avoir 12 de nourriture. Et aussi, la complication dans le jeu, ça va être aussi qu'il va falloir avoir des dés. C'est ce que j'ai dit au début, on n'a que 4 dés. Mais bien sûr, il va falloir choisir, en plus, le plus souvent, on va devoir choisir entre 12 de nourriture et 3 dés. C'est ça. Donc, plus d'actions. Mais plus d'actions, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir des dés avec des grosses valeurs, peut-être aussi. Et on peut choisir ses dés et tout ça. Donc, c'est vraiment le sel du jeu, va avoir ce côté-là de faire attention à manager ses ressources. Elles sont vraiment très compliquées. C'est vraiment très compliqué de se dire... En fait, comme on lance qu'une fois tous les dés, on peut calculer la somme de tous les dés, savoir combien de nourriture on va avoir besoin pendant le fil de la partie. Ce qui, des fois, peut être très overwhelming et très effrayant. Ça peut aller très haut. Et donc, globalement, on va toujours essayer donc, on va gagner des points. Globalement, on va gagner des points dans le jeu en faisant des actions. Mais on va toujours essayer de manager cette nourriture qu'on va devoir récolter. Et on va aussi se positionner dans différents sanctuaires, essayer de faire des chemins pour gagner des points.
Il y a un jeu de majorité à la fin, globalement, avec les dés, puisque le plus grand dé gagne le contrôle du sanctuaire. Et à côté de ça, on va avoir aussi une sorte de petit chemin de fleurs dans lequel on va avancer. Donc, on va falloir faire une action pour faire avancer ce petit chemin de fleurs. Et ce petit chemin de fleurs va nous permettre de récolter des fleurs. Et à chaque fois, on va arriver à... Il y a 2 fleurs. Une qu'on va pouvoir activer, qui va nous permettre d'avoir un pouvoir passif. Globalement, de booster une action, une autre action du jeu. Ou jouer sur le mouvement, ou faire que... en fait, c'est tout le temps, ça tourne souvent autour des autres actions. Et il y a une autre fleur qui, elle, est inactive, et donc on va devoir refuser un pouvoir passif pour tout le reste de la partie. Donc du dilemme, des combos, puisque effectivement, si on augmente ses pouvoirs passifs, cette action-là, je vais la faire plus forte grâce à mon pouvoir passif. Donc ça fait un petit côté combo. Il y a aussi des potions qui vont nous permettre de faire d'autres actions. Donc je fais une action potion qui me permet de faire une autre action, etc. Du combo à tout va, des dés. On est chez Stefan Feld. Très peu d'interaction, quand même, en vrai. En soi, je me suis essayé de me remettre, je me suis dit, est-ce qu'il y a beaucoup d'interaction dans ce jeu? L'interaction, elle est vraiment sur les majorités, donc sur les dés. Il y a un truc où à chaque fois que quelqu'un, j'ai mis par exemple un 4, et si quelqu'un vient sur ce sanctuaire et il met un 3, il a une valeur plus faible que moi, du coup il me donne 2 points. Bon, c'est une interaction de points, c'est pas ultra passionnant. Et globalement, il y a aussi une interaction sur les trucs en commun, donc il y a des objectifs en commun, mais encore je trouve qu'on s'y retrouve tout le temps, tout le temps. J'ai jamais eu la sensation qu'on prenait un truc que j'avais envie. Et les potions, c'est la même chose. Peut-être plus les potions. Moi, je dirais, oui, les potions, et je dirais les dolmens aussi. Ouais. Ah oui, ça, oui. Il peut y avoir une interaction assez forte de course. Parce que, comme s'il n'y avait pas assez de choses, on a mis des dolmens tout autour du plateau, et si on arrive à relier 2 dolmens de la même couleur par un chemin continu, et on récupère ces dolmens, et donc c'est seulement le premier qui arrive. Bon, voilà. Mais c'est beaucoup d'interactions un peu indirectes, et surtout des interactions, c'est ça, pas indispensables, qu'il faut gérer, quoi. Ouais. Faut renoncer à certains trucs. C'est ça. Et mais moi, j'adore. Franchement, chaque partie que j'ai faite, il y a une sorte de frénésie qui se passe. Il y a vraiment, les actions sont très rapides. En fait, il y a une sensation que ça va très vite, mais que chaque décompose est vraiment, il est dans le big plan. C'est-à-dire que moi, souvent, ces dolmens, je me dis, je vais essayer de lier ce dolmen-là à ce dolmen-là. Quel est le chemin le plus intéressant pour moi qui me permet de faire des actions que je veux booster en plus avec les fleurs, parce que les fleurs, du coup, vont être utiles pour booster ces sections-là. Donc ça crée vraiment un petit puzzle personnel, hein, on a l'habitude chez Feld, mais cette fois spécialisé avec un côté chemin qu'on va essayer de faire, et aussi au niveau économique, c'est ça qui rend le jeu, donc c'est du initié plus, si ça veut dire quelque chose, mais en clair, l'économie du jeu le rend complexe, moi je trouve, parce que il peut y arriver qu'on ne puisse pas faire une action puisqu'on n'a pas assez de nourriture ou qu'on n'a pas de dé. Des fois, on a le dé, mais souvent, on n'a pas la nourriture qu'il faut pour le payer. Et donc ça va nous faire passer un tour où on va devoir prendre un dé et 6 de nourriture. Mais du coup, on a perdu une action. Parce que si autour de la table, personne ne passe son tour, et ça veut dire qu'à la fin du jeu, il me restera un dé que je n'ai pas utilisé. Ouais. Et un point. C'est un point ça me donne un point, mais c'est nul parce que surtout que ça me fait plus prendre le contrôle peut-être d'une clairière. Je perds parce que oui, de toute façon, c'est une action en moins. C'est une action en moins, c'est horrible. Une action en moins, ça peut être 25 points. Exactement. Donc vraiment, je trouve que c'est là qu'est la complexité du jeu. C'est vraiment sur son système économique qui est vraiment qui pardonne pas. Alors il pardonne parce qu'on passe son tour, mais en vrai, passer son tour, c'est ultra difficile, je trouve. Voilà. C'est ça, en fait, c'est est-ce que tu vas avoir des dés mais pas assez de nourriture, ou est-ce que tu vas voir, oh, mais j'ai plein de nourriture mais j'ai plus de dés. Oui. Donc quand tu passes ton tour, tu récupères un dé et 6 de nourriture. Voilà. Mais t'es content. Au cas où. Mais alors, ce qui m'est arrivé dans une partie, c'est que même en récoltant 6 de nourriture et un dé, j'avais pas assez pour payer l'autre dé. Donc j'ai dû repasser mon tour au tour d'après pour re-avoir 6 de nourriture. Aïe. Parce que j'étais positionné dans un lieu avec une sorte de cul-de-sac. Et du coup, en fait, il fallait que je fasse 2 déplacements. Et donc, si tu dois faire 2 déplacements, c'est tout de suite plus compliqué. Tu peux te retrouver dans des situations un peu bizarres,
où en fait tu arrives dans un cul-de-sac et Ouais, c'est parce qu'on vraiment peut faire horrible. qu'une seule action Par sanctuaire. Ouais. par sanctuaire, donc des fois ça demande. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de bien Ouais. planifier aussi son cheminement, son chemin, en fait. Et sur le chemin, du coup, de faire les meilleures actions à chaque fois. Je trouve que c'est un jeu je pense que ça gagne vraiment de jouer à 4. Ouais. En plaisir de jeu. Ça sera pas nécessairement plus long. Je pense que c'est pour ça que j'aime le jeu aussi, c'est qu'il est rapide, tout en me donnant pleinement la satisfaction des sensations de Stefan Feld ou des sensations d'un bon jeu, du dilemme. Et de le trouver intéressant et de pas avoir l'impression de faire la même chose à chaque fois. Ce qui n'est pas le cas de d'autres jeux qui vont être dans ce truc-là de durer 1 heure, quoi. Ouais. Là, je trouve que vraiment, il y a assez de profondeur pour la durée. Enfin, je trouve qu'il y a un super bon équilibre. Les 13 actions, c'est pas du tout assez de faire 13 actions. C'est assez impressionnant. Et c'est un jeu aussi qui est assez... Moi, je trouve qu'il est difficile à cerner dans son flux de jeu, dans son tempo, parce que, à cause de la spatialisation, les moments où je dois faire un stop pour attends, là j'ai besoin de prendre 6 nourritures, ou 12, ou alors là j'ai besoin de prendre des dés. Alors il y a plein de manières aussi de les prendre. Hein. On peut aussi jouer autre chose qui nous fait comboter pour prendre de la nourriture. Il y a plein de manières tout est imbriqué. Mais ces moments-là, ils sont pas faciles à gérer par rapport à d'autres jeux. C'est-à-dire que, je sais pas comment dire, mais comme c'est une spatialisation, bah en fait là j'avance là, mais je dois renoncer à toutes les actions autour parce que là je dois prendre 12 nourritures. Et après je devrais bouger encore. Et en fait du coup c'est pas mal de prog et de programmation et j'ai vraiment mis plusieurs parties à comprendre le flux du jeu, de dire, il y a toujours quand tu découvres le jeu de dire ah ok ça va, en fait ça va trop vite. Tu vois. Quand tu es à ton 6e dé, tu es encore en train de débloquer tes pouvoirs passifs, tu débloques tes petites fleurs du coup, tu dis ah bah ça là je vais être bien pour la suite de la partie avec ce pouvoir passif, et là en fait la suite de la partie elle est bien, c'est bientôt la fin. Je trouve que ça c'est hyper excitant dans un jeu. Que dire de plus, c'est le jeu des dilemmes quoi. Ouais, c'est vraiment des dilemmes un peu linéaires mais intéressants quoi. Est-ce que je vais dans cette direction? Une fois que j'ai choisi ma direction, est-ce que je vais faire cette action? Et même une fois que j'ai choisi mon action, qu'est-ce que j'en fais de cette action? Voilà. Et comme dans beaucoup de jeux de Stefan Feld, c'est bien de maximiser certains aspects, bien que ce soit des jeux qui nous donnent envie de tout faire. Je pense que c'est important de maximiser certaines choses. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que dans ma dernière partie, j'ai lancé que des dés de valeur très faible, ce qui a l'avantage d'être très peu coûteux. Et par contre, le désavantage de ne pas gagner des petits points de majo et de ne pas gagner les majos à la fin, potentiellement. Et ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort et de me dire, ok, gagner des points autrement. Voilà, comment je fais dans ce jeu pour me débrouiller avec des petits dés? Est-ce que c'est rédhibitoire? Est-ce que c'est mieux d'avoir des petits dés? Est-ce que c'est moins bien? Je pense pas. Je pense que c'est une autre manière de jouer. Et voilà. Et même si on a vu à peu près tous les aspects du jeu, je pense que c'est intéressant encore de pousser le curseur de chaque aspect, essayer de maximiser chaque truc. Et il y a un petit jeton de 200 points, on n'a pas encore fait les 200 points. Donc, Alors si tu passes beaucoup de fois de ton tour, moi je suis arrivé à 170 là les gars. Voilà. Oui, parce que du coup tu gagnes une action. Oui, si tout le monde fait la même chose, si tout le monde passe son tour, on gagne des actions. Non, et alors moi dans les derniers trucs aussi, le plateau est modulable. Donc toutes les parties j'ai l'impression que ça va être à chaque fois. Tout est aléatoire. Tout est aléatoire. Donc, on va pas avoir toujours les mêmes cases en face des autres. Les clairières, on va pas avoir toujours le même nombre de clairières, les positionner différemment. Et en fait, ça. Tu vas pas débloquer tes pouvoirs passifs dans le même ordre. Dans le même ordre. Il y a vraiment, tout est aléatoire. Mais toujours, moi, j'ai l'impression que tu peux toujours, du coup, tu dois te faire avec ce que tu as comme jeu. Je trouve que ça demande une adaptabilité. Et c'est ça que j'aime bien dans Stefan Feld. C'est t'adapter à ce que te donne le jeu. Et ça, moi, je trouve que là, on est dans un très bon Stefan Feld. Vraiment, chapeau. Du coup, ma note, ça sera un 4. Tu peux être un 5, mais il y a trop peu de parties. Mais vraiment, pour l'instant, je suis d'un niveau assez fort quand même. Voilà. Moi, je vais mettre 5. Parce que je mets déjà trop souvent des 4. Et je pense que là, ce jeu mérite que je le mette au-dessus du lot. On n'est pas au niveau d'un Marrakech en termes de comment ça a bouleversé
le style Feld, à quel point c'est complexe et incroyable en même temps. Là, ça reste un cran en dessous, un peu plus simple. Mais en même temps, du coup, c'est un bon petit Feld qui joue en 1 heure. Et voilà. Ouais, moi, c'est un jeu que j'aurais envie de sortir tout le temps. Il n'y a pas un seul moment où... Moi, je me rappelle, la première fois qu'on l'a sorti, on avait essayé une fois à PEL, mais là, on l'a ressorti une première fois. On a dit... Après, moi, j'avais envie d'en relancer une. Et c'est rare, les jeux de cet acabit-là, où on a joué 1 heure, et en fait, on a envie de jouer 1 heure. Et moi, ça nous avait fait ça avec Marrakech. Bon, Marrakech, ça durait 2h30. Mais on avait envie de relancer. Donc, vraiment, ouais, on est dans un très bon Feld, quoi. Voilà pour cette vidéo, pour ces 4 jeux. On se retrouve pour la suite avec quelques indices autour de nous. Mystère. Aussi, on dynamise un peu plus Instagram, s'il y en a qui aiment bien utiliser ce réseau du mal. Vous pouvez aussi retrouver le recap de nos notes là-bas. Voilà, on essaie de diversifier. Et puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye bye.